Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour un grand classique de la chaîne qu'on fait tous les étés. J'ai nommé le Mercato Parfait qui va se diviser en 2 épisodes pour cette année. Dans un premier temps, donc aujourd'hui on va parler des gardiens et surtout de la défense ainsi que des pistons. Et puis ensuite on reviendra sur les chantiers en attaque et au milieu de terrain parce que ceux-là, ils sont déjà un petit peu plus avancés. Bref, installez-vous, c'est parti, commençons par les ventes. On va d'abord faire un petit état des lieux parce que c'est important, parce que Enrique a été mandaté pour ça, il n'a pas de rôle officiel au sein du club, mais ce serait sa première mission avec un petit peu les féminines et mener les négociations pour les arrivées. Le loft, ensuite évidemment, est la question de la masse salariale. Bon, les ventes, on en est toujours au même point, peu de rumeurs, on espère que ça va bouger durant l'été d'ici à la fin août. Le loft, c'est une idée que je valide, alors en fait c'est pas quelque chose que tu dois faire à moitié. C'est-à-dire que ces mecs-là ne doivent pas s'entraîner à part et être dans le même vestiaire que le groupe. Dans le sens où là, ils viendraient complètement noircir ton ambiance. Et soit tu les fais entraîner mais vraiment complètement à part, soit tu les gardes avec le groupe parce que de l'autre côté, le problème du loft, c'est que tu les vois pas en match, ils ont donc plus de visibilité du tout, et qui dit plus de visibilité, dit plus de prétendants. Bien évidemment, ça te met en porte-à-faux direct sur le marché des transferts. Mais sinon, dans l'idée, comme l'avertissement donné à Édouard Michu, je valide, mais bien sûr, on attend les actes. C'est évidemment le plus important au PSG. Et puis ensuite, la masse salariale, je le répète dans chacune de mes vidéos, parce que le futur fair play financier va s'y intéresser. La nôtre est complètement explosée, démentielle, et il va falloir la dégraisser à tout prix. Ça va devenir une urgence parce qu'il va falloir se conformer, tout simplement, à ce fair play financier. Et nous, en France, bon, évidemment qu'on a un fonds qui est quasi illimité, de super contrats sponsoring, mais à la différence de l'Angleterre, on a par exemple beaucoup moins de droits télé qui rentrent dans les caisses. Donc à un moment donné, la masse salariale, ça va être très très compliqué si on ne vend pas. J'alerte là-dessus pour commencer. Ensuite, le système. Quand j'ai préparé la vidéo, c'était avant la conférence de presse de Galtier. Depuis, il a pris un risque, parce que je trouve que c'est un risque, en disant devant tout le monde direct, sans connaître l'effectif, boum, on va évidemment mettre en place un système à 3. Quand tu sais ce qui filtrait dans la presse jusque-là, et surtout quand tu vois les pistes qui sont menées par Luis Campos, c'était un secret de polichinelle, je suis d'accord avec vous. Et puis surtout, il n'y a pas besoin de connaître l'effectif dans tous ces recoins pour voir, constater qu'en fait, la structure parfaite, bah, c'est celle à 3 aujourd'hui. Parce qu'on a des pistons, on a beaucoup de défenseurs centraux, surtout si on recrute. Et en attaque, en matière d'animation, évidemment qu'avoir des pistons qui t'apportent de la largeur et donc permet à nos 3 stars de se rapprocher un petit peu dans l'axe, c'est bien. Le seul défaut, c'est qu'on a peu de joueurs capables de jouer en double pivot au milieu de terrain. C'est pour ça que de là, on va d'abord identifier les besoins. Avant d'aller au marché, on fait une petite liste. Un défenseur de classe mondiale, ça les suiveurs savent que j'en fais la propagande depuis décembre, voilà, je demande, alors en décembre c'était De Ligt, aujourd'hui Skriniar me convient et je le trouve supérieur à De Ligt, enfin ce serait un meilleur coup que le défenseur néerlandais. Pourquoi ? Bah d'abord parce qu'il faut dégraisser, et donc ce dégraissage il va falloir le combler par une petite montée, un petit bond qualitatif. L'éclaireur Abdou Diallo ça suffit, maintenant il faudrait un petit peu de classe mondiale. Mettre un petit peu de concurrence là-dedans, parce que Marquinhos n'est pas tout blanc. Presnel Kimpembe a besoin de souffler, d'abord. Je commencerai par là, parce que c'est justement le fait qu'il enchaîne beaucoup, un des facteurs qui expliquerait sa saison en dents de scie. Sa saison est clairement moyenne. Voilà. Ensuite, super important, les pistons. Ce système à 3, si tu veux l'installer et le pérenniser au PSG, évidemment que la question des pistons va se poser, parce que si Hakimi saute, si Nuno Mendes, pareil, est indisponible, bah t'as pas grand monde derrière. Déjà parce que les Kurzawa, les Juan Bernat, on y reviendra, c'est le sujet de la vidéo, et derrière Hakimi, bah t'as tout simplement personne, Dagba est parti à Strasbourg, et surtout, en fait, t'as pas de milieu polyvalent qui serait capable d'aider en tant que piston, même d'attaquant. Peut-être tu peux imaginer Pablo Sarabia, et encore, il est bon en tant que numéro 10, Draxler, impossible de lui demander autant d'efforts et autant de volume de course. Et puis concernant tes défenseurs, bon, les imaginer en tant que piston, c'est un petit peu compliqué. En tant que latéral, bon, Kimpembe, ça peut s'envisager, Marquinhos encore plus, on l'avait vu sous Laurent Blanc parfois à droite, je crois, même en Ligue des Champions. Donc voilà, et surtout à gauche, on insistera sur le piston gauche.
Au milieu, bon, on a déjà recruté Vitinha, donc pour moi, il faut un registre défensif, de la taille et évidemment, il va falloir faire un bel investissement, quoi. Un gros recrutement, pas un mec avec une marge de progression qui vient d'un championnat moindre, qui, pas de problème, hein, dans 4-5 ans, sera très bon, mais là, voilà, il faut quand même quelqu'un capable d'être titulaire tout de suite, en imposer, parce que ce poste de milieu de terrain, il y a certaines cartes qui vont être battues. D'abord parce qu'il va y avoir des partants, on l'espère, parce que là c'est complètement engorgé, c'est pas possible d'avoir autant de milieux. Et ensuite parce qu'on a carrément des profils qui vont pas passer, quoi. Leandro Paredes, il a prolongé automatiquement, vous pouvez l'aimer, enfin le mec est nonchalant, en termes de contre-pressing c'est compliqué, et pareil en volume de course. Dans un système à 3, donc double pivot plus dans ce système-là, c'est pas comme le 4-4-2. Là, la largeur, tout ce que tu as à couvrir, c'est absolument incroyable parce que derrière, tu te fais briser. C'est pour ça que dans la vidéo 11 parfait, on reviendra sur une animation avec un défenseur qui monte. Ici, je fais référence à Marquinhos. Et en attaque, très important, ça je le répète très souvent, pour moi, alors évidemment, il faut un buteur, un joueur de surface. Visiblement, à l'heure où j'enregistre la vidéo, c'est pas fait, mais Luis Campos l'a identifié et va le signer en la personne de Gianluca Scamacca. Mais surtout, ça, Luis Campos, visiblement, il n'en veut pas, un ailier. Parce que Di Maria est parti, et surtout, j'aimerais bien quand même un joueur qui va apporter un petit peu de fraîcheur, de vivacité, et capable de prendre la profondeur surtout. Parce que personne le fait aujourd'hui. Après, Hakimi et Nuno Mendes, ils jouent plus haut et avec un point en moins, en fait. Voilà, évidemment, quand tu es piston plutôt que latéral, tu es libéré d'un fardeau, qui est la rigueur défensive. Donc peut-être qu'ils pourront prendre la profondeur. Mais dans tous les cas, un ailier. Ça, ce sera pour l'épisode 2. Commençons par les gardiens. J'en avais fait une vidéo en mai. Pour moi, alors il y a des gens qui disent « Ouais, faut respecter Navas ». Alors évidemment, depuis le Real, les cartes sont un petit peu rebattues. Pour moi, là, on a signé Donnarumma. Il a 22-23 ans, gros salaire, gros contrat. Ça n'en reste pas moins un très bon gardien. J'ai confiance en lui. On espère que la spirale négative ne va pas reprendre la saison prochaine. Mais en fait, pour moi, respecter Keylor Navas, c'est justement le faire partir. Parce qu'à un moment donné, un gardien de ce statut-là ne peut pas continuer, dans une rotation, et même encore moins dans une hiérarchie dans laquelle il serait numéro 2, selon les dernières informations. Parce qu'aussi, un mercato parfait, c'est pas que ta volonté. Là, on n'est pas sur FIFA, il y a un petit peu des décideurs au sein du club, et donc on va essayer de se mettre un petit peu dans leur ligne de conduite, sur leur chemin bien évidemment. Il faut être un petit peu objectif. Donc il faut arrêter cette cohabitation. Je crois que c'est Alonso sur le plateau de l'équipe qui disait ça, si je dis pas de bêtises. La cohabitation, c'est 1 an maximum. Après, il faut l'arrêter. Je suis parfaitement en phase avec ça. Donc Navas vendu. Sergio Rico, je pense que ça va être difficile à faire partir. Il y avait la Lazio Rome à un moment donné, mais ça s'est un petit peu refroidi. Rappelons qu'on l'a quand même recruté 6 millions pour un numéro 2. Ça, tu peux le mettre au rayon des bourdes de Leonardo. Ça, c'en est une belle. Et en plus, je crois que son salaire est assez... Si je dis pas de bêtises, il gagne un petit peu moins de 2 millions d'euros par an. Rendez-vous compte, pour un mec qui est tout simplement nul à chier, son prêt il est loupé complètement et je crois qu'il est même descendu dans la hiérarchie en même pas 6 mois. Il est repassé numéro 2 alors qu'il était titulaire. Bref, le Tellier a prolongé jusqu'en 2024. Ça, bizarre que ce soit 2 ans. J'aurais fait 1 an. Mais bon, il nous aide pour les listes UEFA, les joueurs formés au club. Pas de problème. Et puis, notons quand même que Areola et Bulka ont rapporté à 12 millions d'euros. Ça fait plaisir. Maintenant, passons au gros du gros en défense, avec d'abord nos éléments présents. Sergio Ramos. On l'a vu lorsqu'il était là. Alors, les statistiques sont trompeuses avec lui. Tu peux dire, oui, il a 95% de passes réussies. Bah ouais, mais il a joué peu de matchs. Donc, évidemment que les statistiques sont gonflées. Et puis surtout, il a joué des matchs contre des petites équipes où tu jouais haut, où il a fait beaucoup de prises de risques par des transversales. Évidemment qu'on attend de le voir en Ligue des Champions pour rejuger les statistiques. Maintenant, il y a quand même une réalité qui est au-delà de ça. C'est qu'il change quand même la phase de cette équipe. Voilà, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose d'abord d'inexplicable, parce que c'est un grand champion, une légende du foot. Et moi, je suis persuadé que s'il a du rythme, par exemple, il ne fera pas une Lionel Messi. Messi, il a une trentaine de matchs cette saison, et il y en a beaucoup dans lesquels il est passé au travers. Ramos, je pense que s'il arrive à avoir du rythme, là, c'est vraiment quelqu'un qui va t'aider beaucoup. Donc évidemment, j'ai envie d'y croire pour la saison prochaine, et puis je suis un petit peu obligé, contrat jusqu'en 2023, donc autant se ranger derrière lui. Bon, Kimpembe, il y a la question du départ, il n'entrerait pas forcément dans les plans, il y a Chelsea qui le voudrait, mais je crois qu'ils ont trouvé un accord déjà avec un défenseur central gauche, donc ça met un petit peu en péril la piste. Pourquoi pas la Juve, si De Ligt s'en va, le Bayern qui est sur De Ligt aussi, bon...
Mais sinon, moi, en fait, je me dis Kimpembe, contrat jusqu'en 2024, je m'en sépare que si tu fais une vraie plus-value derrière. Que si derrière, tu as un dossier qui est très solide avec un joueur qui est clairement meilleur que lui. Parce que oui, la réalité, c'est que Kimpembe a des défauts. Et que pour moi, s'il y a une offre de 55-60 millions, je l'accepte en fait. Parce que derrière, je sais très bien qu'il y a possibilité de les réinvestir à merveille, une telle somme. Bien sûr, c'est peut-être un petit peu trop ambitieux et c'est ce qui fait que pour moi, fin août, il sera là. C'est quand même, rappelons quand même que c'est un petit peu gonflé. Alors sa déclaration, on sait tous que derrière, en fait, il veut une prolongation avec une revalorisation. Parce qu'il est vrai que dans la grille des salaires au PSG, il est un peu bas. Il n'est pas au niveau de Marquinhos, par exemple. Et le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on est face à un double problème. Kimpembe, qui sort d'une saison en dents de scie et qui mérite absolument pas une prolongation de contrat. Rappelons quand même que contre Leipzig, il nous met mal, il nous coûte des points. Dans les duels aériens, c'est catastrophique. La gestion des centres, idem. Je ne veux pas trop lui tomber dessus. Mais bon, c'est vrai qu'en plus, il prend plus de risques à la relance. Ça, je le répète beaucoup. Ça me gêne un petit peu. Donc, au sortir d'une saison comme ça, je vois pas pourquoi je le prolongerais, tout simplement. Voilà. Maintenant, de là à le vendre, bon, ça reste quand même quelqu'un qui a prouvé, qui a des références, qui est international, et puis surtout Titi parisien. Donc, bien sûr que on garde à moins d'une cinquantaine de millions d'euros. Skriniar, bon écoutez, c'est validé à fond. Hein, système A3, tu es obligé de recruter. Là, tu vas pas faire avec Ramos, Marquinhos et Kimpembe. Dur sur l'homme, un des meilleurs en Serie A depuis quelques années. Peut-être pour acheter un an de contrat 60-70 millions, ça me paraît quand même assez élevé. Mais on signale quand même que Luis Campos, là, il joue la montre. À l'heure où j'enregistre la vidéo, le dossier n'est pas bouclé. On espère évidemment que ça va être le cas dans les prochains jours. Mais il montre en fait au club en face, l'année dernière, Hakimi, bam, tu le boucles direct. Icardi, l'option d'achat, tu la négocies même pas. 31 mai, boum, elle est levée. Là, il fait traîner le truc pour montrer au club que ils ont aussi des obligations financières. Hein, on est là pour les aider avant tout et que donc il va falloir que eux fassent des concessions. On va pas surpayer non plus. Surtout qu'il n'y a pas grand monde sur Skriniar, tu vois. Au début, je me disais peut-être que Chelsea va s'immiscer là-dessus. Mais visiblement, ils sont sur d'autres dossiers, je crois de Ligt notamment. Voilà. Donc ça fait plaisir d'être tout seul, surtout ça enlève une pression. Le joueur veut venir, pas de problème. On sait très bien qu'il devrait arriver. Et ça, c'est pour le coup un vrai bon coup. Hein. C'est la classe mondiale qu'on demande. 27 ans, donc là, tu peux le signer pour 5 ans, il n'y a pas de problème, il est dans la fleur de l'âge. Belle expérience, c'est joué dans un système A4 et dans un système A3. Et puis aussi, il y a la question des automatismes, parce qu'il a connu Achraf Hakimi dans l'Inter d'Antonio Conte. Donc évidemment qu'au PSG, si tu le mets sur le côté droit, sur ce couloir-là, déjà, tu t'enlèves un petit peu un poids tactique. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Diallo-Kerrer, ça part, les deux. Kerrer parce qu'il a fait une saison plutôt correcte, ce qui a augmenté sa visibilité, je pense, sur le marché des transferts. Et surtout, il lui reste un an de contrat. Visiblement, il se dirige vers un départ libre. Il ne voudrait pas prolonger pour gratter, évidemment. Et surtout, il a changé d'agent récemment. Donc ça veut dire que le mec, tu ne changes pas d'agent pour renégocier un contrat avec ton club. Hein. C'est évidemment pour pouvoir partir, se négocier peut-être la meilleure prime à la signature au mois de janvier. Donc il faut évidemment s'en séparer cet été. Problème, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il a une carte à jouer avec la Mannschaft. Donc ça risque d'être compliqué de lui faire un petit peu passer le pas. Abdou Diallo, je l'aime bien. C'est vrai que dans la défense à 3, s'il reste, bon, ça ne me dérangerait pas parce que ce serait vraiment un bon suppléant après Snell Kimpembe. C'est un système, en fait, c'est son système préférentiel, tout simplement. Mais on l'a quand même peu vu. Hein. La réalité, c'est qu'il a beau être gentil, avoir une bonne mentalité, Abdou Diallo. Maintenant, on aimerait le voir. Les blessures qui s'enchaînent, c'est un petit peu chiant. À un moment donné, il y a eu une opération, je crois, c'était il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était l'année dernière, je crois. Bon, bref, dans tous les cas, trop souvent blessé, on ne le voit pas. Alors oui, c'était une année de Cannes. À un moment donné, si tous les ans il y a des excuses, le mec, on l'a quand même recruté 35 millions d'euros. Hein, c'est pas non plus pour jouer 4 matchs dans l'année. Et ça a été le cas la saison dernière. Ça me gêne un petit peu. Même si dans la défense à 3, s'il reste, je sais très bien qu'il aura vraiment, vraiment une carte à jouer. Tout comme Kerrer. Mais de l'autre côté, par contre, avec Kerrer, là, il y a la question du contrat qui fait que la délibération est claire, nette et précise. El Shaddai Bichabu, je lui accorde une petite minute. Prêt. Pour moi, c'est la bonne solution, parce qu'il a quand même quelques lacunes. Il est très jeune aussi, hein, voilà, c'est quelqu'un quand même qui n'a pas encore la majorité. Il est très grand, c'est un monstre, hein, il est dur sur l'homme, pas de problème, mais parfois à la relance, il peut prendre un petit peu trop de risques, et parfois tu as l'impression qu'il a une charrette qu'il traîne derrière lui, en termes de réactivité et d'explosivité, ou alors en termes de lecture du jeu. Là, quel cas ça se passe dans la tête. Mais, dans tous les cas, pour moi, il faut un prêt pour lui, voilà.
Et puis si Kimpembe part, bon, je vous balance un nom, et comme ça, un Skriniar arrive, donc pas besoin de vous en balancer un autre, mais Pau Torres, voilà, de Villarreal, parce qu'il est gaucher. Si Kimpembe part, il faut recruter quelqu'un capable de jouer à gauche qui fait progresser le ballon. Pau Torres, il est bon dans la progression du ballon, par la passe ou alors par les remontées de balles. Ça, c'est important dans un système à 3, surtout quand tu es PSG en Ligue 1, à savoir contre des blocs bas. C'est vrai que tu peux te dire, bah ouais, jouer à 3, c'est cool, mais en Ligue 1, les mecs, ils sont à 10 en défense. Et du coup, toi, à la relance, bah, tu te retires un mec plus haut en jouant à 3. C'est-à-dire que tu aurais pu avoir un milieu en plus qui joue dans le dernier tiers. Là, bon, 3 défenseurs, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que du coup, à tes défenseurs, il faut quand même des qualités dans la progression du ballon. Skriniar en a. Kimpembe, comme je disais, en avait. Il prenait beaucoup de risques, mais là, il n'en prend plus. Donc, impératif qu'il les reprenne. Et puis, Marquinhos, Sergio Ramos, c'est plutôt les qualités de passe pour eux. Marquinhos, c'est les ballons pieds en rupture bien verticaux. Ouais. Et Ramos, c'est les transversales, vers Achraf Hakimi la plupart du temps, quand il est à gauche. Bref, ouais, Pau Torres, 40 millions demandés par Villarreal. Il est assez dur sur l'homme. Grosse différence avec Kimpembe, il est bon dans les airs, donc ça fait plaisir. C'est un nom que je vous balance comme ça, mais bon, on sait très bien qu'ici, l'issue, ce sera Kimpembe qui reste. Bref. Au poste de latéral. Alors là, par contre, c'est le gros du gros. Hein. Bon, Kurzawa, j'en parle pas. Il avait dit qu'il partirait après celui qui l'a fait prolonger. Bah, ça y est, mon coco, c'est l'heure. Leonardo, il a sauté. Maintenant, c'est à ton tour. Ça y est. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, évidemment que là, même une résiliation de contrat, on lui balance ses salaires sur les années qui restaient et basta, quoi. On s'en débarrasse parce que là, vraiment, Kurzawa, c'est un fardeau plus qu'autre chose. Et j'aimerais pas oublier Bernat. Bernat, qui est encore une fois à mettre au rayon des grosses erreurs de Leonardo, parce que tu le prolonges à 8 millions par an en plein croisé, quoi, sur un lit d'hôpital. Le mec, on est allé dans le bloc chirurgical, on lui a dit « Ouais, c'est bon, ça va les croisés? Ah, tu peines à t'en remettre? Ah, il y a un délai qui s'allonge? Ah, t'as une infection? Bah vas-y, on va te mettre 8 millions, pas de problème, un salaire de titulaire, il n'y a pas de souci. » Et puis même, avant sa blessure, il mettait des buts dans les grands matchs, mais il avait des lacunes défensives, Juan Bernat, hein, qui n'était pas aidé parce qu'on joue en 4-4-2, je vous l'accorde, mais à un moment donné, voilà, des fois, il était un petit peu dépassé. Et puis, les buts dans les grands matchs, c'est gentil, mais c'est pas la première des qualités qui est requise pour un latéral. Voilà, même si bien sûr, c'est un piston avant tout. Donc là, il a aussi une carte à jouer comme Abdou Diallo, parce que d'abord, quand il signe sous Thomas Tuchel, c'est parce que l'entraîneur allemand voulait mettre son système à 3. C'est comme Thilo Kehrer. Donc évidemment, 3-4 ans après, son heure serait arrivée en termes de structure. Mais bon, depuis son retour, en novembre je crois, déjà son retour a été très très long. On l'a vu, ensuite on l'a plus revu, il a enchaîné quelques petites blessures, et quand il était sur le terrain, il m'a paru complètement dépassé quoi, en termes de rythme. C'est quelqu'un qui est quand même rouillé. Il n'a pas la trentaine, mais il a quand même quelques blessures, quelques énormes blessures à son passif, et j'ai l'impression qu'en fait, il ne retrouvera jamais ce rythme Ligue des Champions, qui fait que Nuno Mendes, il a la grosse pression. Et il ne peut pas quitter son poste indéfiniment. Donc là, pour moi, il faut absolument recruter, tout simplement, pour doubler Nuno Mendes. Et si on peut se séparer de Bernat, mais encore une fois, la question du salaire va bloquer, je fais partir. Si on peut faire une quinzaine de millions d'euros sur lui, je le fais partir. On fait plus dans les sentiments, en fait. Là, maintenant, voilà, c'est fini. C'est fini. Juan Bernat, son retour des croisés, c'est quand même très, très compliqué. Je vous invite à revoir les matchs plutôt que de rester focus sur ses prestations, certes très bonnes, contre Leipzig, contre Liverpool, en Ligue des Champions, les buts qu'il met. Pas de problème, on n'oublie pas. Et s'il part, voilà, c'est vrai que avec Maxwell, c'est un des meilleurs latéraux gauche de l'RQSI. Bon, en même temps, il y a eu plus d'échecs que de réussites. Mais dans tous les cas, voilà, pour moi, si on peut s'en séparer, on s'en sépare. Et puis donc pour le signer, comme je vous le disais, bon, j'ai cherché un petit peu et je me suis mis un petit peu dans l'optique de Luis Campos. C'est-à-dire que je vous ai sorti Owen Wijndal. Si je prononce bien, hein, c'est à la Wijnaldum, je suis désolé, ça va peut-être vous effrayer ce genre de nom parce que vous avez la jurisprudence Jorginho Wijnaldum, mais c'est un latéral gauche capable de jouer piston et un petit peu partout dans le couloir, qui est polyvalent, qui évalue à l'AZ Alkmaar, qui a 22 ans, donc qui est jeune, marge de progression, tout ça colle avec la philosophie de Luis Campos. On va évidemment détailler un petit peu son style de jeu. Donc à la relance, déjà, il y a, bon, on commence par un défaut. Parfois, il se met peut-être un petit peu trop bas parce que c'est aussi un latéral, quelqu'un qui joue dans un système à 4. Bien sûr que là, comme je le disais, tes centraux, tu leur demandes de faire remonter le ballon. Évidemment que du coup, tes pistons doivent évoluer très très haut à la relance. Lui, il va falloir qu'il évolue beaucoup plus haut.
Il a une bonne remontée de balle, même s'il prend quasi pas de risque dans sa moitié de terrain, à la différence de Nuno Mendes qui va pas se dégonfler pour faire une passe très appuyée sur l'aile ou alors dans l'axe, carrément, renvoyer dans l'axe, dans l'intervalle vers un milieu. Ça, il sait bien le faire. C'est une qualité, c'est une prise de risque aussi. Donc évidemment que si un jour Nuno fait une erreur dans cette dimension-là, faudra pas s'étonner, parce que c'est quelque chose qu'il fait quasi à chaque match. Et personnellement, j'ai du mal en fait à critiquer des joueurs qui prennent des risques pour le bien de l'équipe. À un moment donné, le foot, c'est pas un sport qui est lisse. Les joueurs neutres, ça suffit. Les Ander Herrera, les Wijnaldum, on a notre dose. Bref, il peut jouer sous pression dans les petits espaces. Techniquement, il est très bon. Alors, il est assez frêle, il n'est pas non plus très très grand, mais il a un bon coffre pour d'abord faire de belles courses afin de créer de l'espace pour ses partenaires. Au pressing, il est agressif. Ça, c'est intéressant parce que ce système à 3, encore une fois, tu retrouves la question des mecs de devant, leur investissement en termes de pressing et de retour défensif. Là, en fait, c'est soit tu mets en place une vraie structure à 11 qui défend, soit si tu restes dans ce fameux 7+3 avec des attaquants qui ne reviennent pas, là, je pense qu'il faut tout simplement miser sur un gros pressing en fait. Plutôt que de te dire, je vais attendre l'adversaire, je vais le laisser remonter et puis dans ma moitié de terrain, je vais savoir défendre, je préfère, l'agresser pour essayer de récupérer le ballon le plus vite possible. Pour moi, ça limiterait la casse. Pour moi, c'est le plus efficient, on va dire, pour ton activité défensive. Alors parfois, il est nonchalant pour revenir, donc ça, c'est quelque chose à gommer. 12 millions de valeur marchande, contrat jusqu'en 2024, donc 2 ans à racheter. Je crois qu'il a été pisté par Tottenham et l'Olympique Lyonnais ces derniers temps. Donc voilà, c'est une piste que je vous balance comme ça. Pour être vraiment Luis Campos compatible. Voilà. Et puis à droite, pardon. Alors là, à droite, pas d'innovation. Parce que pour moi, il est sous nos yeux. Il faut absolument foncer. Il est à Leipzig. Il est français. Je crois même qu'il est francilien. Il connaît la Ligue 1. Il y a joué. Il a fait Ligue 2 à Laval et Ligue 1 à Montpellier. Il connaît la Bundesliga. Même s'il est en Bundesliga, on pourrait avoir tendance à croire que c'est un défenseur qui défend pas très bien, parce que c'est un championnat qui est très ouvert, et des fois, on l'a vu avec Thilo Kehrer, les bourdes, il les a enchaînées, mais non, il a une très belle culture défensive, bon dans les relances, capable de jouer en tant que piston et aussi polyvalent, ça lui permettrait de maximiser son temps de jeu parce qu'il peut dépanner dans l'axe. Je crois que vous avez compris de qui je parle. Il a une petite valeur marchande, je crois que pour une quinzaine de millions d'euros, tu t'en sors. Expérience européenne, il a joué des matchs de Ligue des Champions, il a 24 ans, donc ça peut faire un petit peu vieux, mais de l'autre côté, il entre dans la fleur de l'âge, et il a un passif. Je parle de Nordi Mukiele, bien évidemment, surtout que c'est un profil en fait qui se différencie tellement d'Achraf Hakimi, et moi j'aime beaucoup construire les effectifs avec à chaque poste deux profils complètement aux antipodes, pour permettre à l'entraîneur d'avoir déjà une roue de secours qualitativement. Nordi Mukiele, c'est nickel, et puis surtout tactiquement en fait, il te permet d'avoir des alternatives. Si tu veux repasser à 4, Nordi Mukiele, c'est safe en fait. Tu le fais rentrer par exemple en cours de match à la place d'Achraf Hakimi et hop, tu peux repasser à 4 avec Nuno Mendes qui joue un petit peu plus haut en tant que milieu gauche. Voilà. Nuno Mendes qui du coup ne voit pas sa performance amputée puisqu'il reste haut, et puis Nordi Mukiele qui t'aide. Voilà, donc moi, ça me paraît évident. C'est une évidence, c'est pour ça que c'est pas original. 23 minutes, c'est assez. On va parler du milieu dans une autre vidéo comme je l'ai annoncé. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve évidemment très très prochainement pour de nouvelles aventures, et puis pour l'épisode 2 de ce Mercato Parfait de cet été 2022. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu, et puis passez tous une bonne soirée, prenez soin de vous avant tout. Allez, ciao les amis, et puis bien sûr, allez Paris pour cette nouvelle saison, tous derrière eux, tous derrière Galtier, et espérons évidemment tous en cœur que le Mercato soit bon et réussi. Ciao les amis.